Bonsoir. Bonsoir. Tu portes fièrement ton chandail du guide de l'auto. Et on le voit très bien, hein? Oui. La disposition des sièges. Tout est parfait. Ouais. Moi aussi. Est-ce qu'on était en match comparatif aujourd'hui, à tout hasard? Oui, Et effectivement. on portait l'uniforme de l'usine? Ben, en fait, les gens vont pouvoir le voir dans le guide de l'auto d'ici, 2 mois. Oups, la porte est mal fermée, je pense. Peut-être pas. T'avais un voyant là, qui clignotait. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour te dire. Oui, c'est ça. D'ici, 2 mois, grosso modo, le livre devrait... À la fin de l'été, normalement. Le livre devrait être sur les tablettes à ce moment-là, puis vous allez pouvoir voir de quel match comparatif il s'agit. Petit indice, nous avons conduit des véhicules à boîte manuelle aujourd'hui. Autre petit indice, ce n'était pas le match hivernal. Non. Ouais, c'est OK. Donc c'est l'autre. Donc c'est l'autre. Voilà. C'est ça. Un fin renard. Oui. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui. Nous avons aperçu. Oui, c'est ça, parce que il y en avait plusieurs aujourd'hui à l'endroit où on se trouvait. Coudon, on va se mettre le pied dans la bouche, c'est sûr. Salut à Carl Villeneuve qui est avec nous, Éric Boulet qui est avec nous. Vas-tu parler de la Kia Rio? On peut dire qu'on était à une piste de course. Oh oui. Ça. Ben oui. D'ailleurs, on peut remercier Frank Kirchhoff de Mécaglis. Qui a des installations magnifiques. Hein? Oui, vraiment. Vraiment. C'est une très belle piste, mais tout l'environnement autour est génial. Là. Ici, on a des piqûres un peu partout. Ben, les petits brûlots, là, les petits brûlots, j'ai des gales dans le fond de la tête. Ça pique un peu. Nous sommes des gars de bois. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé si on avait des nouvelles de l'Equinox EV. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va exister. Oui. On parle de quoi, 2024, comme... 2024. Donc, on dévoilera officiellement, en cours de l'année prochaine. Mais oui, ça va être très long, là. Ouais. Et que la Bolt va disparaître quand l'autre va arriver, là. Peut-être même avant. Ouais, ça, c'est ce qu'on pense. Salut à Luc Lanier qui est avec nous, fidèle auditeur. Christian Morancy, bonsoir. Jean-François Lavoie, bonsoir. Et là, j'ai une question aussi. Est-ce que tu vas parler de la Kia Rio? Parce qu'il y a des gens qui, peut-être sur ma page Facebook, ont vu cette semaine que j'avais conduit la Rio. On avait glissé quelques mots la semaine passée, mais je vais ajouter ceci sur la Rio avant qu'on passe à ta question. Bien sûr. Une Rio, le coût de revient de cette voiture-là sur 3 ans, c'est les taxes que vous allez perdre, à moins que vous les récupériez à la revente pour l'achat d'un autre véhicule. Parce que une 2019 qui s'est vendue 21 000 se revend aujourd'hui le même prix. Puis une flambant neuve, c'est entre 19 et 24 000 selon l'équipement que vous prenez. Mais la grande question, est-ce que dans 3 ans, cette voiture-là conservera cette même valeur-là? Parce que là, c'est facile de dire qu'une 2019 vaut plus ou moins le prix d'une neuve, mais en 2019, on n'avait pas cette donnée-là. Et la preuve, c'est que les agences et les entreprises qui établissent ces valeurs de revente-là n'avaient pas vu venir ça un seul instant, là. Non, mais moi, je me la joue gambler en disant... Il n'y aura plus de voitures sous-compactes. C'est la dernière voiture sous-compacte de qualité qui existe. Bon, la Versa, mais qui répond... C'est de moins grande qualité quand même. De moins grande qualité, puis c'est une voiture qui répond moins aux désirs des automobilistes québécois. Ouais. Tu sais, puis la Mirage, ben c'est l'autre qui reste, parce que même la Spark est disparue, ou est sur le point de... Alors, il y en a plus, et ces voitures-là gardent toutes, même une Mirage. Écoute, j'ai parlé à un représentant chez Mitsubishi, il dit, jusqu'à il y a quelques années, là, c'est un boulet au pied, une Mirage. Puis là, il dit, non seulement on en vend plus, mais on les vend plus cher que jamais. Même dans l'usager. De l'essence, c'est normal. Ah ouais, mais tu sais, qui l'eût cru, là, une Mitsubishi Mirage? Fait que c'est quand même pas rien. Mais la Rio, moi, je suis persuadé qu'elle va garder son prix, tout simplement parce que il y a pas d'autre option. Non. Il y a rien de moins cher que ça. Fait que mais ça demeure un pari. Ouais, mais pas un pari très risqué. Non, au pire, tu vas perdre 1000, 2000, 3000. C'est certain. Bon. Écoute, le coût de revient de cette auto-là, ça consomme 6 litres au 100 à peine. Ça coûte rien à entretenir. Ça coûte pas cher à assurer. Ça coûte pas cher en pneus. Tu sais, c'est quand même une sacrée bonne formule. C'est quoi ta question? Quelle est la signification du nom du modèle 442 chez Oldsmobile? Tout simplement. D'accord. 442 en anglais. Il faut votre gouverne.
La 4x4-2 n'existe plus, tout comme Oldsmobile d'ailleurs. Mon Dieu, Mais- t'es fort. Hein, quand même, T'es fort. quand même. Germain, toi, es-tu allé passer la fin de semaine au Grand Prix? En fait, je n'étais pas au Grand Prix. Comme tel, ouais. Non, j'étais en périphérie du Grand Prix. Comme à chaque année. Comme à chaque année, oui. J'étais cette année au festival sur la rue Crescent. Et en fait, je n'étais pas sur la rue Crescent. Et c'est une excellente question que tu poses parce que j'étais là avec l'entreprise familiale, évidemment, pour aller vendre des petites voitures. Et Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Autosuggestion, Oui. c'est l'entreprise de Papa Goyer, Oui. Gilbert de son prénom qu'on salue. depuis 12 ans, hein, déjà, mine Ouais. de rien, Et- ça va très bien. Et lui, il vend des modèles réduits, des diecast, des 1.43, des 1.18, bon. Absolument. Et c'est ça. Chaque année, il se déplace au Grand Prix, sauf les dernières années. Bon. Oui, c'est ça. On avait eu une pause là. Ouais, c'est ça. La dernière édition était en 2019 et c'était toujours un événement très attendu. Beaucoup de touristes qui sont là chaque année. Et malheureusement, cette année, le service des incendies de la ville de Montréal a mis des bâtons dans les roues de l'organisation. C'est pas comme ça que tu me l'as dit, hors d'onde. Ah, mais on y reviendra. Ah, ouais. Et pour finalement revoir toute la planification de ce festival-là. Bref, ça n'a pas été comme ça l'était auparavant. Ouais. Et ça, c'était au moment de l'ouverture. Après ça, pour ceux qui sont peut-être familiers avec le centre-ville de Montréal, la rue Crescent débouche sur de Maisonneuve. Ouais. Et sur de Maisonneuve, il y a quoi, Antoine? Une piste cyclable. Oui. Piste cyclable qui devait rester absolument ouverte. Donc, il y avait des barricades un peu partout. C'était très mêlant, autant pour les cyclistes que les piétons, que les voitures qui se cognaient le nez sur la rue. Bref, c'était complexe jusqu'à ce qu'il y arrive un incident impliquant au minimum un vélo. Bref, c'était un peu, au lieu de juste barrer la rue, parce que la rue est barrée à la circulation automobile. Ouais. Pourquoi ne pas barrer la rue à la circulation cycliste? Excellente question. Et bref, j'ai vraiment senti, et là, c'est une impression, que la ville de Montréal ne veut rien savoir de ce type d'événement-là. Ne veut pas avoir d'événements liés à l'automobile sur son territoire. Ça ne les intéresse pas. Ça ne fait pas partie de leur philosophie, de leur mentalité. Ça sent mauvais. On veut surtout pas avoir ça. Puis j'ai l'impression que cette année, on a sorti le guide des bonnes pratiques, puis on essayait de cocher un après l'autre là les critères au lieu de faire preuve d'un peu d'indulgence, disons ça comme ça, pour ne pas dire intelligence là. Fait que est-ce qu'il y aura une autre édition? Fort probablement, mais peut-être que Par non. contre, c'est fascinant parce qu'ils sont quand même très intéressés aux retombées économiques que le Grand Prix va amener, hein. Ben encore là, je sais pas, dans la semaine qui a précédé le Grand Prix, on a eu quand même droit à une belle campagne de salissage de cet événement-là. Là. Je comprends que l'exploitation sexuelle soit un enjeu, que c'est correct d'en parler, mais comme François Dumontier l'expliquait lui-même, c'est pas un pimp là, lui là. Puis tu sais, ce qu'on constate là, c'est que ce sont, excusez l'expression, mais ce sont des putes de luxe qui vont partir de Los Angeles, de New York, pour s'en venir à Montréal, parce qu'il y a de l'argent à faire. Et il y en a énormément tu veux d'argent à Montréal pendant le Grand Prix. Tu là. veux contrôler ça comment? Tu sais, bon. Puis n'importe quel type d'événement de grande envergure, tu sais, une convention quelconque de grande envergure, n'importe quel événement de grande envergure, ça vient avec. Notre problème, c'est qu'à Montréal, on n'a aucun autre événement de cette envergure-là. Puis parti comme ça, on n'aura plus. C'est de loin l'événement de la plus grande envergure à Montréal. Qu'on aime ou pas l'automobile, c'est un fait. Là. Il n'y a aucun autre événement qui a des retombées aussi importantes. Mais attention, le jour où le Grand Prix de Las Vegas a lieu,
Oui, parce qu'on donne pas cher de la peau du Grand Prix de Montréal. on avait une place privilégiée à l'époque où tout ça était géré par Bernie Ecclestone. Ouais. Mais là, depuis que le groupe Liberty Media a repris ça, eh ben, on a vu cette année un Grand Prix à Miami, hein, une ville très, très festive où il y a beaucoup d'argent et j'ose imaginer que la ville a mis un peu moins de contraintes de ce côté-là. Là, tu parles d'un Grand Prix à Las Vegas. Tu sais, c'est beau, là, Montréal, mais c'est différent. Puis je te parle de contraintes puis de bâtons dans les roues. Jusqu'au jeudi, on ne savait pas si le tunnel allait être fermé ou allait être ouvert. Voyons donc, à quel point c'est amateur, tout ça. Ouvrez le tunnel, ça presse. Ben, le métropolitaine était fermé pour des travaux vendredi soir. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant. C'est extraordinaire. Puis là, ça, c'est sans compter tous les... Puis je m'excuse, là, mais là, je vais être sévère, là. Les damnés environnementalistes qui réfléchissent pas, qui pensent vraiment que le Grand Prix est un événement qui pollue. Il y a 20 véhicules qui tournent en rond pendant 1 heure, là. Il y en a 40 000 qui roulent pas parce qu'il y a des gens dans les estrades qui ont tous pris le métro pour y aller en passant parce que c'est pas allable en automobile, moi y compris. Ouais. Fait qu'arrêtez de me faire chier, je m'excuse l'expression, là, mais quand j'entends ça, là, le Grand Prix, là, faut éliminer ça, ça pollue. OK, une F1, ça pollue peut-être comme 8 Cadillac Escalade pendant 2 heures. Ouais. Ben d'accord. Ces groupes environnementalistes-là ne parlent jamais des impacts que crée le trafic à Montréal. Là. En ce moment, partir une journée de semaine le matin, de parcourir l'autoroute 40 entre la 25 et disons la 15, Ouais. c'est au minimum 1 heure. Pour combien de kilomètres? Ça, tu penses que ça pollue pas? Non, regarde. Ça réfléchit pas. Ça sort à chaque fois des affirmations qui vont juste dans une direction. Ça veut tout faire pour éliminer tout ce type de passion. Moi, je m'excuse, là. Mais tu veux éliminer le Grand Prix de Montréal, qui est un événement une fois l'an. Jamais vous me parlez des motoneiges. Non. Moi, ça pollue, le motoneige. Non. Puis, attends, là. Comprends-moi bien, je suis pas le gars qui va empêcher les gens de se promener en motoneige, puis tout Mais le les monde... motoneiges sont pas sur le plateau Mont-Royal. Là. Non, c'est ça. C'est ça, la vérité. C'est ça. Tu sais, ils sont avec de la barricade à la ville, là. Ça a aucun bon sens. Ça a aucun bon sens. Puis c'est dommage parce que moi, bon, j'ai un certain attachement pour Montréal que tu n'as pas. Je suis né à Montréal. Je te confirme que je l'ai pas. Bon, mais moi j'en ai un attachement pour Montréal. Je suis né à Montréal. Oui, sur pas au centre-ville de Montréal, mais sur l'île de Montréal. J'ai déménagé un appartement sur l'île de Montréal. J'ai acheté une maison sur l'île de Montréal. Je travaille à Montréal. J'ai un attachement, mais il faudra quand même qu'on mette un peu d'eau dans notre vin, là. Un peu. Bon. Puis, une fois qu'on a réussi, tu sais, si un jour on réussit à faire taire tous ces groupes-là qui veulent se battre contre en fait, la c'est pas de les prostitution. faire taire, c'est d'arrêter de leur accorder démesurément de l'attention. Ouais, c'est ça. Alors que le Grand Prix, lui, a même pas le droit à la présence médiatique montréalaise qu'il devrait avoir, soit dit en passant. Jamais, là. Quand est-ce que t'entends parler de l'engouement du Grand Prix, de la passion du Grand Prix, ne serait-ce que de même que des résultats, à part à 23 heures aux Nouvelles du Sport. Puis on a 2 pilotes canadiens en Formule 1, là. Tu sais, c'est une belle occasion pour en parler. Dans les courses de soutien, le Québec était évidemment très, très, très bien représenté. Puis jamais on n'entendra parler de ça. T'attends-tu qu'on en parle des courses de soutien? Oui, bon, c'est certain que cette année, ils ont accumulé leur lot de malchance, mais ça, je te laisse en parler parce que toi, t'étais sur place. Oui, j'ai été installé là. Mais là, ça, on va donner vraiment la faute à l'organisation du Grand Prix, je pense, parce que, bon, on sait que il y en a un qui dit du Montréal bashing à Québec, on adore ça. non, mais... c'est parce que j'aime Montréal que je suis critique. Ouais, c'est ça. Là. Mais... c'est pas... Bon, des courses de soutien, il faut comprendre maintenant qu'un Grand Prix, là, c'est chronométré au quart de tour. Tout se passe dans l'après-midi, donc on va accorder du temps des courses de soutien le matin. Je ne veux pas savoir les coûts associés à ça. Ils sont astronomiques. C'est compliqué. Tout est complexe au Grand Prix, là.
moi, je l'ai vu par la seule action de... T'as une écurie, là. Tu déplaces tout ton arsenal. Puis à pied, t'as des équipes qui vont marcher pour aller à un puits puis revenir. Tu peux pas prendre le même chemin pour y aller que pour venir. Non, monsieur, c'est un one-way. On est à pied. Non. Non, non. C'est pas possible. Tu sais, des règlements pour des règlements pour des règlements ridicules tant que t'en veux. Et là, bien évidemment, une course, ça dure 25 minutes. Qu'il y ait des embûches, qu'il n'y ait pas d'embûches, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il y ait des accidents, qu'il n'y en ait pas, que peu importe, c'est 25 minutes. Avec le résultat qu'on a vu ce week-end, c'est-à-dire que samedi, il n'y a plus à torrent, donc la course, c'était impraticable. Il s'est à peu près rien passé, autant dans la Nissan Sentra Cup que chez Ferrari. Et moi, dimanche, j'étais sur place. Alors, la course Nissan Sentra débute. Il y a un accrochage après un demi-tour. C'est des remorqueurs du CAA Québec qui sont restés... leur carte de membre. Puis j'enlève rien au CA Québec, là, on s'entend, là. Le CA Québec fait une bonne job, mais c'est pas nécessairement des remorqueurs formés pour aller chercher une voiture en urgence sur un circuit. Puis, soit dit en passant, ils n'avaient jamais fait ça. Ils n'avaient même pas eu de formation de comment ça fonctionnait. Alors, ça a été interminable pour enlever 2 voitures sur le circuit. Il restait à peu près, après ça, je pense que ça a pris 10 minutes retirer les autos, là, sans exagération. Là, on avait droit à une plage de 25 minutes. Il en reste 15. Le tour repart, un tour complet, puis un des pilotes qui échappe. Bon, ils sont rentrés 3-4 dans un virage en même temps, fait que ça n'a pas passé. Puis il y en a un qui a échappé une voiture, qui est rentré plein de fois dans le mur, et malheureusement, bon, lui a eu un problème avec son véhicule, il était vraiment pas content, avec raison, mais le problème, c'est qu'on a déplacé une barricade, puis là, la course peut pas continuer à cause de ça, alors on a annulé la course. Donc, grosso modo, est-ce qu'on a complété un seul tour de piste? Peut-être un tour et demi. Et il y a eu un podium avec des vainqueurs, avec une cérémonie, avec tout ça, des gars qui se shootaient du champagne, mais c'était du gros n'importe quoi. Ouais. Ferrari, après, même chose. Puis là, je sais que ça peut coûter cher pour les gens de la Coupe Nissan Sentra d'être présents au Grand Prix. Mais Ferrari, ça doit être assez coûteux, là. Tu sais, puis il y a 3-4 Ferrari qui se sont fait démolir en je sais pas combien, en quelques tours seulement, parce que la course n'a pas continué non plus. Quand tu vois une Ferrari devant tes yeux se faire déboîter... C'était quoi le modèle, les 488? Les F8 Tributo, là. Okay. Bon, Gentleman Driver, là, tu sais, c'est une sacrée belle course. Mais encore une fois, 25 minutes, ça s'arrête là. Parce qu'on peut pas étirer. Alors, ces 2 courses de soutien-là sont quand même présentes pour remplir du temps au Grand Prix. Parce que sinon c'est longtemps. Là. Puis généralement, ça peut donner un très bon spectacle. Absolument. Aussi, mais je garde de beaux souvenirs de ces moments-là avec les courses de soutien. Là. Puis il y avait la Formule 1600 aussi, j'imagine. Que j'ai manqué, parce que ça, c'était plus tôt. Okay. Alors ça, je peux pas commenter là-dessus. Mais moi, permets-moi de te dire que je doute fort que on retourne là l'année prochaine avec des courses de soutien comme Ferrari, comme Nissan, je veux dire. D'ailleurs, Porsche n'était pas là cette année parce que généralement il y a la coupe GT3 qui est là. Ben si on n'a pas de Ferrari l'an prochain, ni de Porsche, puis peut-être pas de Nissan, on va faire quoi? Une course de Bixi, un pique-nique. Faut remplir du temps là. Peut-être qu'on. Puis le pire, c'est qu'on donne même pas l'impression de vouloir être un peu conciliant. Ça coûte une fortune, ça fait pas ton affaire, bye bye. Tu sais, le show, c'est le Grand Prix. On comprend, mais. Alors, ça, c'est peut-être l'aspect que j'ai trouvé un peu décevant. Mais il faut accorder plus d'importance au Grand Prix de Montréal. Il faut, tu sais. Déjà, là, qu'on est en train de nous couper, regarde, la classique d'été au Mont-Tremblant, annulée parce que ça fait trop de bruit, parce que quelques millionnaires sont allés se bâtir à 4 pieds des pistes, qui ont décidé que c'était trop bruyant. Et c'est ça. En fait, il va y avoir une course. La course Nissan Sentra, parce que ça, c'est pas bruyant, c'est des voitures de série. Ouais. Tout le reste est annulé. Ça va être quoi? La même chose pour la classique d'automne? Ces gens-là vont faire quoi? Ils vont aller courir à Mosport, vont aller courir aux États-Unis. Puis, tu sais, on s'entend, là, Tremblant, c'est un sacré circuit, là. Il y en a qui vont s'en ennuyer. Évidemment. Alors, c'est vraiment dommage qu'on est en train de faire avec la course automobile au Québec.
Puis à Je me vie. rappelle, hein, quoi, l'année passée, le circuit avait été mis à vendre, là. Ouais, pas longtemps. Puis Finalement, ouais. on l'avait retiré. C'est la ville du Mont-Tremblant qu'il faudrait acheter, pas le circuit. Ouais, ben c'est les maisons auto, mais c'est parce que au prix que ça coûte, pas tu veux Oui, qu'à vendre. c'est ça. Mais ouais. Sauf que tu sais, bon, on l'a déjà eu ce débat-là. Ouais. Tu sais, il y a On va les perdre une après l'autre. Ah oui. Ben regarde, C'est la réalité. c'est arrivé avec Saint-Eustache, c'est Ouais. arrivé avec bon. Ouais. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, mais j'espère J'ai que. passé récemment à l'autodrome Saint-Eustache. Non? Une espèce de petit parc industriel qui est en train de se bâtir là. OK. Ça a pas explosé, là. Non, mais je pense que le propriétaire du circuit a vendu Oui, au bon passé moment. beau, réclamait 200 $, Ah ouais. c'est correct, là. C'est ça. Mais on n'a pas réinventé la roue avec tout cet espace-là non plus. Ben là. non. Ben non. Mais moi j'ai l'impression que s'il y a des nouveaux circuits qui ont à naître, Ouais. ça va être loin. Ouais. Ça va être niché. Oui, je veux bien que ce soit loin, là, mais tantôt on parlait du circuit Mécaglisse à Ouais. Notre-Dame-de-la-Merci. Ouais. Bon, hey, ça, là, quand ça s'est installé, c'était loin, là. Puis c'est vrai que c'est loin. Mais as-tu vu comment ça se développe? T'es rendu avec des maisons de ville à Saint-Esprit, tu sais. Ouais. Non, mais c'est vrai, là. Fait que tranquillement, tout remonte, là. Ouais. Fait que d'ici 10 ans, Notre-Dame-de-la-Merci, ça va être une banlieue de la première couronne. Ils sont en veille d'ouvrir un Tim Hortons. Ben, c'est quoi? C'est Sainte-Julienne, le plus proche? Peut-être. Non, mais tu comprends ce que je Je veux ne dire? suis pas expert en Tim Hortons. Ça se développe énormément, puis de plus en plus, ben, la civilisation grimpe. Benjamin dit check bien Charlevoix avec le Club Med. Ouais. Ah ouais, C'est vrai. c'est ça. Fait que, qu'arrivera-t-il au Grand Prix de Montréal l'année prochaine s'il y a lieu? Oui, mais ils ont signé jusqu'en 2030 quelque, je sais pas trop, là. Mais là, il va-tu avoir 2 Grands Prix en Amérique du Nord? Ben, il y en a eu 2 cette année. Miami puis Montréal. Bon, mais si Vegas rentre, Oui, ça en fait beaucoup. à suivre. Enfin bref. Petit mot, dernier truc pour le Grand Prix. Ouais. Je sais pas si tu as écouté la série sur Netflix, là, sur la Formule 1, justement. Non. Non, mais en tout cas, ça en fait revivre beaucoup la passion chez des gens qui n'ont pas connu l'époque Villeneuve, pour la plupart, là, Jacques Villeneuve. Même. Ouais. Et il y a un groupe sur Facebook qui s'est formé, ça s'appelle La Monoplace. Ok. Et c'est beaucoup des passionnés, j'oserais dire, de nouvelle génération qui trippent à fond sur la Formule 1. Ça peut être un beau moyen d'échanger avec des passionnés. On sait qu'il y a des médias comme Pole Position qui existent, qui Ouais. couvrent le sport automobile, mais je suis abonné à ce groupe Facebook, La Monoplace, et franchement, il y a des beaux débats, des belles discussions. C'est intéressant. Voilà. T'avais pensé de te donner ton programme de Oui, la F1? ben que- oui, tu me l'as pas donné. Mais non, je te l'ai pas donné. D'accord. Bon, Fait que, il Bon, va- mais on revient dans 2 minutes. Puis, en passant, combien se vend un petit coussin pour mettre en dessous de tes fesses pour t'installer aux estrades au Grand 35 Prix? $. Voilà. Bon deal, hein? Bon deal. Mais t'es-tu déjà assis plus que 15 minutes sur un estrade? C'est quelque chose. C'est quelque chose, n'est-ce Je pas? m'étais amené une vieille couverte de plage que j'ai pliée en 4, ça a Ah. fait le travail. Et j'espère que tu n'avais pas oublié ta casquette, parce que à 100 $ la casquette, 100 $? ben, peut-être 90. Ouais. Non, je n'avais amené une. Ah, d'accord. Oui, T'es prévoyant? je n'ai pas dépensé, je Non. n'ai pas T'as dépensé dépensé tant pour que ça. mon programme. puis C'est ça, c'est à peu près. Ah, ben, pour 2 hot dogs, Ah, et là là, 9,50 $ le hot dog. j'espère que tu n'as pas fait le plein la même journée. Mais, sais-tu quoi? Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Il y a un événement comme Oh, ça, t'es sur place, t'acceptes de payer ce que ça coûte. C'est pas comme si ça arrivait tout le temps. C'est comme au Centre Bell. Tu sais, ouais, mais Quoi? le Centre Bell, des fois, on abuse peut-être un peu, là. Ouais. Tu sais, le Centre Bell, tu peux aller voir une game de hockey 2-3 fois par semaine. Là, c'est pas pareil. Je sais pas. Ouais, OK. Je me permets d'être un peu, tu sais, le Centre Bell, il y a des affaires, tu sais, je fais... Bon, tant qu'à ça, le cinéma, puis on pourrait chialer longtemps. D'ailleurs, ça fait 2 ans qu'on chiale toutes les semaines. Oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, 93e Oui. épisode de La Oui. Grosse Brune.
Cette semaine, ce fut une semaine un peu spéciale pour le papa que je suis, OK. puisque je suis allé porter ma fille à son bal de graduation. Évidemment, Graduation de secondaire 5. secondaire 5, évidemment, vous le savez, j'étais pas pour faire ça avec n'importe quelle voiture. C'est-à-dire pas la grosse brune. Non, parce que ma fille n'est pas particulièrement amoureuse de la grosse brune et il est arrivé à quelques reprises que j'aille la chercher à différents endroits au volant de la grosse brune et elle n'avait pas apprécié particulièrement. Bon, l'ironie, c'est qu'en fin de soirée, certains de ses amis lui ont demandé que j'aille les chercher au volant de la grosse brune, ce que j'ai fait. Bien Donc, sûr. ça a fait taire tout ce que... Bon, mais je suis pas allé la porter. Ouais. Et avant de vous dire ce que j'ai utilisé comme véhicule pour aller là-bas, je veux juste vous dire que j'étais pas seul. Alors, ça se passait au Sheraton à Laval. Ah, il n'y avait pas juste ta fille pour le bal? Non, il n'y avait pas juste ma d'accord, fille. ok. Et tu aurais dû voir les machines qu'il y avait là. Des Ferrari, des Corvettes C8, je sais pas combien il y en avait. J'ai vu un Impala 62, 63 là, Dunk là, qui sautait sur place. Un pick-up international des années 50 qui était Wow. magnifique. Toutes sortes de véhicules. Une grosse gang qui sont arrivés dans un safari condo décoré. Il y avait, tu sais, les gens ont mis le paquet, sont arrivés avec des voitures qui étaient vraiment, vraiment belles. Puis moi, ben, ma fille avait une robe rose corail. Et tout de suite, quand j'ai vu sa robe, j'ai dit, faut que je réussisse à trouver une Dodge La Femme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Dodge La Femme, ben, comme son nom l'indique, c'est une voiture qui avait été conçue pour les femmes en 1955, qui a une couleur qui lui est spécifique, qui est aujourd'hui une voiture de collection, évidemment, assez rare. Semble-t-il qu'il y en aurait une au Québec. Ouais. J'en ai déjà vu une à l'exposition à Saint-Liboire, là. Ah, quand même, Oui, OK. je l'ai déjà Bon, vu. moi, je n'ai jamais vu au Québec. Je l'ai vu ailleurs, mais je n'avais jamais vu au Québec. Alors, je me suis mis à chercher un peu ce genre de cette voiture-là. J'ai pas réussi à trouver ça. Mais j'ai finalement été mis en contact avec un type qui s'appelle Michel Mondoux, que je salue et que je remercie grandement, parce qu'il a accepté de me prêter sa voiture. Écoute, il demeure dans l'Anaudière. Il a placé sa voiture dans une remorque. Il s'est rendu chez moi avec sa remorque, son Ram Cummins 2500, a sorti la voiture dans la cour ici, il l'avait toute préparée. Bon, je pense pas qu'elle est sale bien souvent, là. Il a mis ça ici, et évidemment, ben, quand ma fille a vu la voiture, elle était bien impressionnée, puis moi, j'étais très fier d'aller la porter au volant de cette voiture-là. À quel moment tu lui as appris que ça n'allait pas être sa voiture à elle? Oh, elle le savait depuis un certain temps, elle savait juste pas ce que ça serait. Non, mais que tu ne lui offrais pas cette voiture-là, là. C'est-à-dire que je lui donnerais pas cette Oui. voiture-là. Ah, Oui. ben là, non, ça, je pense qu'elle l'a compris parce que le d'accord. propriétaire était ici. Ceux qui ont vu le film Christine, Oui. bon, Spielberg, qui est un film d'horreur pratiquement, on peut dire ça de même. Ben c'est à peu près cette voiture-là. En fait, c'est un Plymouth Belvedere 1958. À la différence que celle que j'ai pu conduire était décapotable. Est-ce qu'elle était hantée? Est-ce que tu as joué des petits tours? Non, elle m'a pas non? joué de petits tours. Elle était bien obéissante? Ben en fait, elle m'a quand même demandé respect parce qu'elle avait cette particularité d'être manuelle à la colonne. Wow! 3 vitesses manuelles à la colonne. Je vous avoue que j'ai pas conduit ça souvent dans ma vie. C'est un principe qui est fort simple, là. C'est juste que c'est à la colonne. La seule voiture manuelle à la colonne que J'ai dit Spielberg, c'est Stephen King. Pardon, oui. Le seul véhicule manuel à la colonne que j'ai conduit, c'était une Trabant. Ah, OK, que je n'ai jamais conduit. Une voiture qui est faite en feuille de coton, c'est pas pire. Je peux te dire que celle-là n'était pas faite. Tu peux pas la faite... mettre au séchage parce Non. qu'elle va rapetisser. Déjà que c'est pas gros. Hey, écoute, cette voiture-là, décapotable, Oui. et son histoire, faut parler avec le propriétaire. Si vous avez la chance d'aller dans un événement, je sais qu'il sera au Atlantic National à Moncton cet été avec la voiture. Bref, il a restauré cette voiture-là. D'abord, il l'a cherché longtemps.
il l'a trouvé en Alabama, dans les bayous, calé dans la terre, sous 8 bâches de plastique qui s'étaient désintégrées les unes après les autres, parce que il l'a acheté du type qu'il l'a eu neuf en 1958. Mais c'était une épave finie. Même le pare-feu, là, le call dash, était irrécupérable. Il y a eu 3-4 autos pour reconstruire cette auto-là dans les règles de l'art sans devoir utiliser du poté de finition, des trucs comme ça, parce que... Qui l'a restauré, est-ce qu'on sait? Lui-même. 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 Alors, écoute, une restauration dans les règles de l'art, elle est magnifique. Trouver des... Bon, la voiture était complète, mais complètement finie. Alors, il a restauré ça. Il me comptait même avoir acheté une Plymouth Belvedere 4 portes sur Bring a Trailer qui lui a servi de donneur. Ah, faut le faire, là, quand même. T'achètes une voiture sur Bring a Trailer que tu dis, ouais, moi, quand je vais la recevoir, je la démonte au complet. Je la défais au complet. Puis elle va servir à remonter l'autre qui est à côté. Alors, le gros moteur manuel, sans cerveau direction, rouge, intérieur rouge et noir, toit noir, voiture magnifique. Je partagerai sur ma page Facebook un peu plus tard quelques photos de cette auto-là. Elle est extraordinaire. Écoute, c'est une expérience de conduire ça. Puis tu sais quoi? Quoi donc? Ça roule, là. Ben, ça va bien, là. C'est un V8, un bel empattement. Non, c'est bien. Il y a Roxane d'Extras que je salue, avec qui je suis allé à l'école secondaire, qui me demande, toi, Antoine, t'avais quoi quand t'es arrivé à ton bal de secondaire? Sans doute un peu moins glorieux. D'ailleurs, écrivez-nous avec quel véhicule vous êtes allé à votre bal. Pas mal moins glorieux. J'avais mon bal de secondaire, c'est en 1994. Et j'avais la Nissan Sentra 1994 de ma mère. As-tu épaté la galerie? Pas pantoute. Étais-tu seul à ce moment-là ou vous aviez bien pacté de monde la Sentra? J'étais pas mal seul. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, c'est ça, j'étais arrivé. Et c'était où, le bal? C'était je sais plus si ça s'appelle comme ça aujourd'hui. C'était au Colisée Isabelle Brasseur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parce que moi, je suis natif d'Iberville, qu'on appelle aujourd'hui Saint-Jean-sur-Richelieu parce que ça a fusionné. Oui. Mais c'est ça. C'était pas une voiture très glamour. Moi, je me souviens très bien, par contre, de mon ami Martin, qui avait une Jetta 84 à cette époque-là, qui était toujours en panne et qui s'était pointé au bal de finissant avec sa Jetta sur la remorqueuse parce qu'elle n'était pas partie. Il a dit, c'est pas vrai que j'irai pas au bal avec mon char. Alors, il était au volant de son auto, sur la flaube. Il est arrivé devant le Colisée. J'ai trouvé ça génial. Ah, c'est fantastique. Mais non, c'est ça. Alors, elle a eu droit à son arrivée glorieuse. Et c'est sûr que tu sais, ça flatte l'ego du paternel d'arriver dans une belle voiture comme ça. C'est une auto qui est gracieuse, là. Il y a des lignes extraordinaires. C'était à l'époque des grandes ailes. Bon, évidemment, tout le chrome qu'il y a là-dessus. C'est une voiture qui est lourde, mais qui en même temps a une prestance exceptionnelle. Tu sais, puis tu regardes les Ford en 1957. Il y a peut-être Chevrolet qui avait une belle air, qui avait un look intéressant, mais tout ça, mais oui, un Dodge, un Chrysler ou un Plymouth avec des grandes ailes. Hey, écoute. Puis la calandre tout chromée. Oui, c'est vraiment une sacrée belle voiture. Puis c'est sûr que le lien avec Christine, ben, ça frappe l'imaginaire aussi. Ça frappe l'imaginaire, mais, tu sais, c'était quand même une voiture dans la même thématique. C'est quand même une voiture dans la même thématique que ce que je recherchais, la Dodge La Femme, d'autant plus que cette espèce de rouge un peu orangé fonctionnait aussi avec sa robe. Fait que j'étais bien content. Fait que je voulais juste le raconter. Est-ce que tu avais une cravate agencée? Non, je n'ai pas porté le chapeau melon ou rien de ça. Ben, le défi, par exemple, les filles le savent, hein, roulant décapotable, quand tu viens de te faire coiffer, fait que là, fallait garder la couette, la mèche, fallait pas que ça sorte. Bon, fait que pout. Mais Maxime, lui, il dit qu'il est allé en Mazda MX-3. Ah, c'est différent. Ben oui. C'est différent. Moi, je suis allé en Chrysler Newport 1972. Quand même, tu sais, je veux dire. C'était ma voiture que j'avais achetée 6 mois avant. Et on était parti de Ville-Saint-Laurent. Quelqu'un qui dit, moi, c'était pathétique, j'étais allé à pied. Ah oui, c'est une expérience différente. Ouais. On était parti de Ville-Saint-Laurent où avait eu lieu l'espèce de petit cocktail avant-balle. Puis on s'était rendu jusqu'au Vieux-Port un jour de semaine.
dans le trafic. C'était moyen comme déplacement. Puis on était 3 sur la banquette en avant, 3 en arrière, et la valise bien pleine pour le camping de l'après-balle qui allait suivre. Et il y avait un espace réservé dans le stationnement pour faire arriver chacune des limousines puis des voitures spéciales, mais malheureusement j'ai raté cette entrée-là. Alors personne n'a vu Brownie. Personne ça. Non, Alors ici, on a quelqu'un qui est allé en Buick Grand National 87, pas mal. L'autre en Maxima, Nissan Maxima 89 et en Acura 1.6 AL. Pas loin de ta Sentra, mettons. Bon, c'est ça. Mais écoute, il y en a qui se sont forcés cette année là. Quand j'ai vu ce, mais il y en a qui ont un budget aussi substantiel ou des bons contacts. Là. Oh oui, c'est ça. Fait que Michel, c'est en plein motorisation. Cutlass Sierra 85, l'auto à mon père pour mon bal en 89. Bon, c'est ça. Mais les gens s'en souviennent. C'est significatif. Oui. C'est marquant comme moment parce que ça a souvent été préparé pendant plusieurs semaines. Ça marque aussi une étape de vie, là, la fin de la scolarité pour bien des gens, après des années à avoir travaillé fort. Bon, bref. Il y a Franco ici, Franco Pietro Nardillo. Peut-être que je dis mal son nom. Qui est allé en véhicule, pas du tout italien d'ailleurs, c'est un Dodge Caravan. Ah! Comme quoi, hein, il y a eu beaucoup d'arrivées modestes. Dodge Mirada. Okay. Lincoln Continental 99. Ah, ça c'est pas pire. Ouais, ça n'a pas les meilleures années. Ben, en 99, un Lincoln Continental. Chevrolet 36. Ouais, mais je sais pas si c'était en 99. Ah, c'est ça. Le Cadillac de ville de mon grand-père. En 2022, en Continental 99, c'est un peu moins hot, mais en 99, ça devait être pas pire. Avec une topaz, comment ne pas s'en rappeler? Oui, c'est certain. Le fils de Gérard Deltel est allé avec sa Manic GT. Oui, évidemment. GMC S15, Sundance 92, ça sort une après l'autre. Dans une Chevette 86, dit Stéphane. Ma blonde aussi est allée à son bal en Chevette. Innocenti Turbo. Oh, quand même. Ça, c'est spécial. T'as pas un paternel qui a eu ça, toi, un Innocenti? Oui, mais pas de Turbo. Ah, OK. C'était un cadeau de mariage, d'ailleurs. Hein. Monaco 69. Et le mariage a duré plus longtemps que l'Innocenti. Oui. Des fois, c'est l'effet inverse, mais... Ouais, mais là, l'Innocenti, c'était pas très durable. C'est ça. Ils auraient été bien malchanceux si le mariage avait duré moins longtemps. Ouais, c'est ça. Mais bref, alors, il y a hésitez pas à mettre le paquet. Moi, je pense que ça vaut la peine. C'est des beaux souvenirs. Ouais. Puis, moi, ça a flatté mon ego aussi. J'étais bien content et je veux encore une fois remercier Michel Mondeau, qui m'a prêté sa voiture très généreusement. Merci pour les étoiles en passant. Alors, voilà. Je voulais aussi... C'est le fun parce que j'ai discuté un certain temps avec Michel, le propriétaire de la voiture, qui me racontait, bon, c'est un gars de Mopar, c'est un gars de Chrysler, il y a un Wedge 1964, il y a un pick-up des années 50, Dodge aussi, il y a une Plymouth des années 40 dont je me souviens pas trop le modèle, bref, et les deux véhicules quotidiens de la famille. Ce sont tous des véhicules qu'il a restaurés lui-même? Oui, les quatre, oui. Puis bon, lui conduit un pick-up Ram récent. Sa femme a une Chrysler 300 MI V8 4 roues motrices 2011. C'est rare, ça. Qu'elle a acheté neuve. Oui, c'est rare. Elle l'a acheté neuve. 120 000 km, la voiture est blanche, en parfaite condition. Mais là, elle est tannée et elle veut changer. On achète quoi pour remplacer ça? Il n'y a rien. Bon, tu peux encore acheter une 300 qui est pareille, mais elle dit ça arrivera pas. Puis on peut pas combiner en ce moment le EMI et les 4 roues. Non, ça va être un V6. Oui. C'est ça. Mais ça arrivera pas. Elle n'achètera pas une autre 300. Puis, de ce que je comprends, elle a toujours... Imagine quoi, 11 ans plus tard, racheter la même voiture qui n'a pas évolué, mais neuve. Rien, c'est 11 ça. ans plus tard. Il y a l'Apple CarPlay dedans. Il y a un plus gros... C'est bon. Et on est content. C'est ça. Mais... sans blague, elle veut une grosse berline à 4 roues motrices. À part la CT5 chez Cadillac, mais qui est visiblement trop sportive pour qu'elle recherche. Et elle n'est pas si grosse que ça non plus, là. Non. Mais elle va jeter son dévolu sur une
Genesis G80. Pour la première fois de sa vie, elle va s'acheter une voiture qui n'est pas une américaine, mais qui va certainement la surprendre, si vous voulez mon avis, parce que c'est une auto extraordinaire. Et ça nous fait réaliser que Genesis est en train de ramasser comme ça là, tout ce que les Américains ont pu laisser de côté. Là. Des véhicules confortables, spacieux et luxueux. Avec Lincoln, là, on a complètement laissé ça aller. Bien évidemment, le marché est quoi? Lincoln a complètement laissé aller, c'est mon avis. Là. Oui. Non, mais on va dire les vraies affaires. Là, tu penses, tu sais, il y en a des produits corrects, Lincoln. Hey, la dernière Continentale, là, c'était bien, là. Oui, mais il n'y a pas d'acheteurs pour ça. Ben voilà. Il n'y avait pas On d'acheteurs. n'a pas été capable de les conquérir. Mais T'sais, même avec une vision différente de la berline chez Cadillac, on n'est pas plus capable d'en vendre, là. Non. En fait, les CT5, Ouais, attends, là, on parle pas d'un succès commercial, là. on parle pas de succès commercial, mais ils en font pas. Ils en fabriquent pas. Ouais. C'est comme, tu sais, moi, j'ai parlé à des concessionnaires, ils m'ont dit, écoute, moi, j'en recevrais, j'en vendrais. Puis, ils me disent, même les CT4, ça sort, ça rentre, ça sort, ils ont pas de volume. Bon. Pas des véhicules à volume, là, on s'entend qu'on va vendre beaucoup plus de XT5, puis bon... même des XT4, là. Tu sais, c'est ça. Mais une berline Genesis G80, autant en 4 cylindres qu'en 6 cylindres, elle va probablement acheter un 6 cylindres. C'est une voiture extraordinaire. Puis là, en plus, elle arrive en 100% électrique. Là. Ouais. Bon, mais faut conduire cette auto-là. C'est super luxueux. Faut conduire ça. C'est confortable comme rien d'autre. C'est silencieux. Avec le 6 cylindres... Ça joue pas à la sportive, non. Mais justement, ça n'est pas sportif et ça ne prétend surtout ne pas l'être. Puis c'est ce que j'aimais, moi, de la Continentale. Il y a trop de bagnoles qui essayent d'être sportives. Une Maxima. Ouais. Tu sais, 4-door sport car. Là, on voyait ça, les emblèmes 4 DSC. Là, c'est ça. Ça marche pas. Puis regarde ce qui arrive avec la Maxima, elle disparaît. Bon, fait que... Antoine, est-ce que tu perds ton headliner dans la grosse brune? Nous ne sommes pas dans la grosse brune. Non, en fait, c'est ça. La grosse brune est dehors, à l'extérieur. Puis aujourd'hui, on a juste été trop paresseux pour bouger les autos. Fait que ça va se faire la semaine prochaine. On est encore dans la... Faut-tu que je la monte encore? La Chrysler Le Baron. E-Baron. Town and Country. OK. 1980. On va la montrer. D'accord. On va sortir. Non, tu bouges pas, parfait. Bon, OK. Alors là, vous voyez que j'ai mon chandail du guide de l'auto. Regardez ça, la beauté. Hein? Puis ça, c'est la petite Beetle de ma fille à côté. Mais ça, c'est la belle Chrysler. Alors, une voiture de 1980 qui a 100 000 km au compteur. Je sais pas si on voit la planche de bord, là. Elle est assez confortable comme bagnole. Et mon petit doigt me dit qu'elle sera bientôt transformée en Germain Mobile. Ah, ça se pourrait. Ça se pourrait. Alors, ça va être grosse brune 2. Oui. J'ai déjà ma petite beige. Puis tu devrais déjà commander la plaque. Grosse brune 2. Ouais, ça rentrera pas. Hein? Faudrait jouer un GB2 ou... Ouais. Bref. On pourra penser à ça. T'as le temps d'y penser. Oh, oui. Train, plane and automobile. Oui, c'est le même genre de cladding. Ça ressemble un peu à ça. C'est drôle, j'ai d'ailleurs mon ami Nadi qui m'a trouvé à l'échelle 1/64e une Chrysler Le Baron Town and Country 1979. Une année de différence avec celle-ci. 1,64. Ouais, tout Hot Wheels. Oui, c'était dans la série Cherry. Ils avaient produit toutes des voitures merdiques. Oui, mais ils les ont fait en 1,24. En 24 aussi, mais là, on l'a trouvé en petit modèle. Donc, tu vas mettre ça sur le dash. Oui, exactement. Et dans la même série, là, il y avait des Chevettes, des Pinto, des Maverick. Un Gremlin, ouais. Que des grandes réussites automobiles, là. Ça vient me chercher comme ça. OK. Bon, on va parler du guide de l'auto de cette semaine. C'est la dernière émission de la saison. Alors, guide de l'auto, 11h30 sur TVA samedi. Enregistrez-le parce que ça se peut qu'il fasse beau, là. Puis, mais on sera pas là. On sera pas là. Ouais. Mais, c'est un long week-end en plus. Les gens vont peut-être être sortis. C'est vrai. Enregistrer ça. Bon.
Élix, enregistre le guide de l'auto. Attends. Élix, enregistre le guide de l'auto. T'as pas à TV, toi, chez vous, comment tu sais comment ça marche? Plus techno que tu penses. Ah ouais. Salut à Stéphane qui est avec nous, Richard Leclerc. Alors, la dernière émission, ça se passe au volant d'une voiture dans laquelle j'ai déjà fait un live. Il est dans mon garage il y a quelques semaines. C'est la Corvette. Corvette Stingray 3LT Z51 avec l'ensemble C8R jaune pétant. On a amené ça sur la piste à Mont-Tremblant, Gabriel et moi. Bref, on s'est un peu amusé. Gabriel m'a donné mal au cœur, pas à peu près. Il connaît le circuit, lui. Oui, t'étais un peu de la même couleur que la voiture. Ah, écoute, c'était ça le problème, c'est qu'à un moment donné, j'étais rendu caméléon, on me voyait plus. Non, j'avais vraiment mal au cœur. Là, j'ai dit, t'arrêtes ici, sinon je peinture l'habitacle. C'est pas drôle. Non, c'était pas drôle, là. Je filais vraiment pas, là. Moi, passager dans une auto, là, j'ai bien de la misère. Mais surtout une Corvette avec un pilote sur un circuit, là. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup. Oui. Mais il connaît le circuit, évidemment, tu sais, il a été instructeur là-bas à Jim Russell pendant. Un bon coup de volant. Ouais, c'est ça. Alors, vous allez voir ça pour la dernière de la saison. Oui. Est-ce qu'il y a une séquence avec Matsurowa aussi? Pas dans ce dernier épisode-là. Pas dans ce dernier épisode-là. Et puis après ça, c'est les vacances. Oui. Et moi, je me lance dans un grand périple. Alors, la semaine prochaine, je prendrai la route. On va avoir le temps de faire un autre live avant. Oui. Mais on reviendra la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Au lendemain, je vais me lancer dans un petit périple où là, je vous raconterai un peu la teneur de l'événement. Je vais peut-être essayer de faire quelques images là-bas pour faire un petit montage à mon retour pour vous donner une idée de ce que ça donnera. Mais bref, un petit périple du côté de la Californie. En attendant, 93e épisode. Donc, une brochure de 1993. Et quelle était la voiture de l'année en 1993? J'ai vu la brochure, alors je vais me garder une petite gêne de ne pas dévoiler le nom. Habitacle avancé. Ouais. C'était une grande révolution, hein? Tu sais, faut quand même se souvenir que en 1900, là, je sais que ma voix est coupée, là, bon. Il faut quand même se souvenir qu'en 1993, quand cette auto-là est arrivée, on venait remplacer la Dynastie. Ouais. C'est comme si Chrysler avait avancé 25 ans, là. Ben, en fait, avait avancé de 25 ans parce qu'on avait une auto qui était super conservatrice, puis on arrivait avec quelque chose qui était Très super futuriste. Oui. Et tu sais, c'était quand même une très belle auto pour l'époque, là. Une très belle grosse berline. Bon, la fiabilité, c'est ça, c'était pas exactement ça. Là, on a des sketchs. C'est une belle brochure en passant. On a des sketchs des prototypes qu'on avait dessinés pour cette auto-là à l'époque. Dans la brochure, il y a beaucoup d'explications. Et on moteur, oui, moteur double embarquement en tête, V6, 3.5, 24 valves, 214 chevaux. Dans le temps, c'était quelque chose. Tu sais, c'était une sacrée bagnole. Le père, un de mes amis, en avait acheté une. J'essaie de me souvenir du concessionnaire à Napierville, qui n'existe plus aujourd'hui. Barnabé Chrysler de Napierville, et je me souviens d'être allé avec lui lorsqu'il avait pris livraison de son auto. C'était quelque chose. On était vraiment impressionnés par cette bagnole-là. Puis tu sais, mettez ça dans le contexte. Là, à côté d'une Taurus puis d'une Lumina, là, c'était une auto qui était quand même assez intéressante. Là. Vraiment. Et on aura fait évoluer cette gamme de voitures-là, mais ça aura quand même duré jusqu'en 2004. Ouais. Juste avant la génération LX. Là. Ben, la Chrysler 300. Oui, le 300. C'est Dodge Charger. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, on vendait la Chrysler Intrepid sous le nom de Dodge Intrepid. Ouais. Chez nous, on la vendait sous le nom de Chrysler Intrepid. C'était très confusant, comme on dit. Oui, c'est ça. Il y avait le Chrysler Concorde aussi dans tout ça. Bref. Et le Eagle Vision. Oui. Fait que, ouais. Puis c'est la version ES qui avait le moteur 3.5, sinon tu avais un 3.3 un peu moins puissant que tu avais aussi dans une caravane. Bon, alors ça c'est le moteur 3.5 là. Et non, c'était une belle voiture, assez fragile sur le plan de la fiabilité. Ils ont fait des versions RT, ils ont fait un paquet de modèles de ça. Mais ça avait gagné le prix voiture de l'année par la plupart des médias en 1993 avec raison. Puis je me souviens même que l'année d'après, Chrysler avait lancé la LHS qui venait remplacer la Fifth Avenue.
la New Yorker Fifth Avenue, et la LHS avait gagné le prix de voiture de l'année du guide de l'auto, du guide de l'auto ou du carnet de route. Mais je me souviens d'avoir vu ça, là, que cette auto-là, pour une deuxième année avec la même plateforme, avait gagné. Puis ce qui était particulier, c'est ce qu'on appelait le cab forward, c'est-à-dire que le moteur était placé à l'avant de l'essieu, avant de la voiture, puis le pare-brise allait très très loin vers l'avant, ce qui permettait d'agrandir l'habitacle. C'est un concept qu'on n'avait jamais vu avant dans l'automobile, mais qu'aujourd'hui est un concept très commun, puis qu'on a évidemment éliminé avec les 300, les Chargers, puis les Magnum, parce que là, c'était tout le contraire. Là. On revenait aux racines. C'est ça. On avait complètement changé notre fusil d'épaule, mais c'était quand même une sacrée bagnole pour l'époque. Puis aujourd'hui, il y en a plus, là. Même des Intrépides 2003-4, là. J'ai un ami qui a 3 ou 4 Chrysler Concorde, qui a une fascination pour ce modèle-là. Puis il y en a un des années 90 qui a 40 000 km. Il est beige, évidemment, intérieur beige. Le véhicule n'a jamais sorti l'hiver. Pourquoi? C'est une excellente question et il n'a pas la réponse lui-même. Ah, OK. Mais oui, il y en a eu plusieurs de cette série-là, dont un avec lequel il a parcouru 400 000 km ou à peu près. Oui. Quand même. Comme quoi, hein? Il y a de tout. C'est quelque chose. T'avais-tu des questions, mon cher? Bien sûr. On a Dominique qui demande qu'est-ce qui est mieux entre un Kia Sportage 2023 hybride ou un hybride rechargeable? Ben, l'hybride rechargeable. rechargeable. Qu'on peut avoir. Oui, l'hybride rechargeable a ceci d'intéressant qui permet d'obtenir des crédits, vous donne 40, 45, 50 km d'autonomie, et plus lourd, oui, mais c'est sûr que vous me donnez le choix entre les deux, je vais prendre l'hybride rechargeable. Là. C'est pas l'hybride rechargeable le plus impressionnant, mais versus l'hybride régulier, je vais prendre l'hybride rechargeable. Le problème, c'est que vous ne l'aurez pas. Voilà. C'est quand même embêtant. On pourrait... Tu sais, écoute, c'est hier soir, j'écoutais la télé, ce qui arrive assez rarement de ce temps-là. Puis je vois District 31 ou autre chose? Non. Puis je voyais une pub de la Bolt EUV. Ouais. Pourquoi ils font ça? C'est 2 ans d'attente minimum. Pourquoi GM dépense de l'argent pour une publicité? Je vois beaucoup de publicité de leur nouveau Silverado, là, en ce moment, là. Oui, mais, OK, mais ça va, là. Mais, tu sais, les pubs de Mustang Mach-E puis de Chevrolet Bolt puis de... C'est inutile, là. C'est l'image de marque, mais tu peux pas l'avoir, tu sais. Ouais, c'est embêtant. C'est un peu fatigant. OK. On a Sébastien qui dit « Je viens de voir votre classement des camionnettes intermédiaires dans le guide de l'auto 2022 et je suis surpris des choix. » Il dit il remarque que les choix numéro 2 et numéro 3 sont respectivement les Jeep Gladiator et Chevrolet Colorado, qui ont, selon lui, la pire fiabilité du segment. Comment on explique ça? Il est mécano avec 30 ans d'expérience. C'est une sacrée bonne question. Lorsqu'on fait un classement pour le guide de l'auto, puis tu le sais, on fait des débats ensemble, tout ça. Oui, c'est souvent musclé comme échange parce que on a des points de vue différents, des expériences aussi différentes, des sons de cloche des concessionnaires, des consommateurs, du manufacturier, puis on essaie de tout mettre ça ensemble. Tu sais, actuellement, que tu t'achètes un Frontier, un Tacoma, un Gladiator, un Ridgeline, peu importe la camionnette intermédiaire, c'est pratiquement un placement. T'achètes ça, tu perds pas d'argent parce que tu réussis à mettre la main sur un véhicule, puis tu vas rouler avec 2, 3, 4 ans, puis c'est à peine ça va t'avoir coûté quelque chose. Mais est-ce que dans 4 ans, un Gladiator... Non, mais faut se baser sur ce qu'on voit en ce moment, là, ça, quand même. Mais c'est long, 4 ans. Bon. Puis là, évidemment, après ça, on regarde les produits qui sont arrivés sur le marché, puis on fait, OK, qui a réussi, tu sais? Puis c'est sûr que le produit le plus polyvalent, le plus convivial, celui qui vieillit bien aussi, un Honda Ridgeline pour l'ensemble de l'œuvre, même si ça commence à être un peu désuet parce que ça fait 6-7 ans que c'est sur le marché. Mais la formule demeure géniale. Puis un Colorado, c'est désuet. Un Tacoma, c'est désuet. Même le nouveau Nissan Frontier, c'est une technologie qui est très conservatrice.
Alors, quand tu regardes tout ça, puis il y a tellement de disparités entre les genres, tu sais, c'est dur de... Il n'y a pas un acheteur de Gladiator qui va hésiter entre ça et un Ridgeline. Non. Non, puis en plus, c'est qu'à l'intérieur d'un même modèle, on va avoir des versions à plus finir. C'est ça. Fait que tu sais, faire un choix, c'est sûr que Toyota Tacoma, de façon pragmatique, on sait que c'est fiable, on sait que c'est solide, ça va. Maintenant, tu sais, lequel tu veux rouler à tous les jours? Ouais. Puis on se pose la question. Demain matin, tu veux partir de Montréal, tu veux aller à Québec. Veux-tu le faire en Honda Ridgeline ou en Toyota Tacoma? Puis c'est pas juste ça, c'est le Tacoma, je veux dire, on sait que c'est un bon 4x4, c'est redoutable, ça va durer 20 ans, tout ce que tu voudras. Tu vas avoir mal au dos pendant 20 ans, tu vas te faire casser les oreilles. 20 ans à condition que la roue n'embarque pas dedans, là. Ouais, mais ça, c'est structurel plus que carrosserie, mais oui. C'est important, mais c'est ça. Tu sais, le Tacoma, c'est un véhicule sur lequel on n'a pas travaillé depuis des années. T'es mal assis. C'est un cauchemar ergonomique à bord de ça. Ça consomme énormément d'essence. Tu sais, on est dû là pour du renouveau. Ouais. On n'enlève rien à la qualité du véhicule, mais quand on évalue un produit, on peut pas juste se baser sur le facteur fiabilité parce que la fiabilité, c'est dur à anticiper. Oui, et puis sinon, la Corolla serait numéro 1 des compacts chaque année. Oui, puis regarde, si on s'était basé là-dessus, là, ce qu'on ferait cette année, c'est qu'on planterait le RAV4 parce qu'il y a un problème de câble sur l'hybride, tu sais, qu'il y a un problème. Sur une version. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Que demeure un très bon produit. C'est embêtant, là. C'est dur, c'est ça. Fait que, bon, le Ridgeline, ça demeure une formule à succès. Le Gladiator, parce que c'est un jouet original, novateur, non, mais en même temps, inconfortable, pas pratique, non, mais je veux dire, c'est un produit qu'on a beaucoup aimé. Puis Chevrolet, on l'avait mis 3e. Si ma mémoire est bonne, on l'avait mis 3e. Mais là, le Chevrolet, bon, il y a des versions qui ont été éliminées, Puis là, on sait qu'on s'en vient avec une nouvelle version, puis sans surprise, là, on élimine le V6, on s'en vient avec le 2.7 turbo du Silverado, c'est écrit dans le ciel. Ouais. On va faire une version ZR2, puis AT4X du Canyon, c'est écrit dans le ciel. Ça va probablement être le même châssis, la même cabine avec un museau puis une partie arrière redessinée, là. On va étirer ça un peu, mais je pense que ça va être une machine qui va nous impressionner davantage, parce que là, le problème, c'est que ces camionnettes-là, ça consomme quand même pas mal. Oui, c'est pas beaucoup plus économique qu'une camionnette pleine grandeur. Là. Mais tu sais, puis l'autre débat, c'est que on est assis autour d'une table avec plusieurs chroniqueurs qui n'ont pas nécessairement la vision des réels. Je veux rien leur enlever, mais tu sais, une camionnette, faut que tu en ailles posséder pour comprendre les avantages, les inconvénients. Si tu essayes ça comme tu essayes une Honda Civic... Non, il faut remorquer. Là. Tu sais, c'est ça. Il faut remorquer, il faut charger dans la boîte. C'est ça. Bon. Et le Tacoma, quand tu remorques avec ça versus le Chevrolet, versus le Jeep, on n'est pas là. Le Ridgeline, remarque, il remorque pas tant que ça. Mais il y a plusieurs autres avantages que les autres ont pas. Puis tu sais, Nissan... Et combien de gens ne remorquent pas avec une camionnette intermédiaire? Ben, tu sais, c'est souvent un 4 roues que tu vas mettre dans la boîte. Un petit VTT ou un petit bateau, une moto marine. Si t'as juste une moto marine à traîner, là, tu vas l'apprécier toute l'année, là, ton Ridgeline. Vraiment? Ouais. Vraiment? Fait que c'est une partie de l'explication. Puis là, ben, cette année, on a eu cette complexe... la complexité d'ajouter aussi... les Maverick puis les Santa Cruz puis bon Vaux qui va débarquer avec un pick-up probablement l'année prochaine c'est pas fait là. C'est pas fait, mais tu sais. Ça fait combien d'années il y a plus de chances qu'on arrive avec un pick-up qu'on ramène la Golf. Ça fait combien d'années qu'on nous promet un pick-up? On en a vu un concept d'ailleurs à Los Angeles là. Il y a 3, 4, 5 ans. Basé sur l'Atlas. Ouais. C'est quoi le nom déjà? Atlas? Amarok? Non, ça non, Amarok, c'est ce qu'on vend là-bas. Le nom m'échappe. Mais enfin, bref. C'est ça. Je creuse loin, là. Ouais. Okay. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Réponse, hein?
4-4-2. oui, ta réponse, c'est vrai. 4-4-2, qu'est-ce que ça veut dire? Carburateur 4 quarts, donc 4 barils en français, 4 vitesses et double échappement. C'est ça. Au revoir, à la semaine prochaine. Pas sûr que les dernières 4-4-2, c'était ça aussi, là. Oui, probablement 4 vitesses automatiques. Il devait avoir joué avec le nom. Là. Ouais, ils ont gardé le nom, mais initialement, ça voulait dire ça. Ouais. Hey, bonne soirée, à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.